Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, bah écoutez, déjà, je suis absolument enchantée de retrouver de retrouver tous ces visages de l'an dernier. C'est vraiment formidable de vous voir tous là. Et je renouvelle mes remerciements à Vanessa d'avoir pris l'initiative de cette journée extraordinaire. Alors, je suis désolée, le maire nous a dit que quand on voyait un élu, il fallait lui demander qu'est-ce que vous faites concrètement. Moi, je vais simplement ajouter une couche de discours au discours que vous avez déjà entendu. Donc, je vais tenter de la faire vraiment très brève, parce que je me suis dit que c'était pas inutile, avant de passer une matinée, une journée à parler d'innovation, d'avoir un petit moment de réflexion sur la notion. Alors, bon, c'est évidemment un thème tout à fait excellent et extrêmement original. Enfin, pas tellement original, mais c'est précisément pour ça qu'il est excellent. C'est parce que il se trouve qu'on a vraiment tous quelque chose à dire sur l'innovation. Non seulement on a tous quelque chose à dire sur l'innovation, mais on est tous avides d'entendre ce que les autres ont à nous dire, parce qu'on est tous plongés dans cette injonction d'innovation. S'il fallait trouver un maître mot de la modernité, je pense que innovation serait sans doute un très bon candidat. C'est vraiment le terme et le concept qui incarne complètement le changement dans notre société et qui a détrôné l'idée de progrès. Donc, le mot d'innovation est vraiment partout. Bon, il est partout, et il faut essayer de réfléchir un petit peu à cette omniprésence qui s'accompagne aussi d'un déplacement. C'est-à-dire que jusqu'aux années 70, l'innovation, c'était vraiment l'innovation technico-économique qui était guidée par le changement technique et validée par la mise sur le marché. Alors même aujourd'hui, dans le domaine industriel, l'innovation, on sait bien que c'est plus que ça. L'innovation, elle est organisationnelle, elle repose pas uniquement sur des produits et des procédés techniques, elle est multiforme, etc. Enfin, je veux pas enfoncer ces portes ouvertes que vous connaissez tous. Et ça se traduit d'ailleurs dans la mesure de l'innovation. Jusqu'en 85 à peu près, quand l'OCDE mesurait l'innovation, il mesurait essentiellement des produits et des procédés techniques. Aujourd'hui, il a complètement élargi sa palette et sa vision de l'innovation. Qu'est-ce que je voulais vous dire après, pardon. Il faut que je regarde un tout petit peu. Oui, donc oui, voilà. Donc l'idée, c'est que bon, non seulement dans l'innovation, disons économique, la technique ne semble plus occuper toute la place, mais l'innovation est aussi sortie du champ de l'entreprise et n'est plus seulement validée par le marché. On parle d'innovation sociale, on parle d'innovation institutionnelle, on parle d'innovation territoriale, on parle d'innovation politique, et tout ça, ce sont des innovations qui sortent on parle d'innovation pédagogique aussi. Donc, en fait, au-delà de la sphère du marché, la société tout entière semble avoir été envahie par cette poursuite de l'innovation. Alors, néanmoins, je pense que cette espèce de nébuleuse, ce maelstrom de l'innovation ne veut pas du tout dire que la technique a perdu sa centralité. Au contraire, je pense qu'on a vraiment toutes sortes de témoignages, et peut-être encore plus aujourd'hui qu'il y a encore quelques années, que la technique est vraiment, dans notre imaginaire, l'agent principal de fabrication du futur. C'est vrai. Quand on parle d'avenir du travail, on parle que de robotisation, d'intelligence artificielle. Quand on parle avenir de la planète, certes, on parle de sobriété, mais on parle aussi beaucoup de technologie, de nouvelles productions énergétiques, de nouveaux modes de stockage de l'énergie, d'optimisation de la distribution de l'énergie. Tout ça sont des dispositifs techniques. Et quand on parle d'avenir de l'humanité, on parle encore de technique à travers l'humanité augmentée, les cyborgs, etc. Donc je pense que notre vision de l'avenir est complètement envahie par l'imaginaire technique. Et donc la première question qu'on pourrait se poser, au fond, c'est celle de savoir quel est le statut des autres innovations, des innovations sociales au sens large, par rapport à ces innovations techniques. Est-ce que ce sont simplement des innovations d'accompagnement pour
favoriser l'adaptation des comportements et de la société à ces changements technologiques, ou est-ce que ce sont des innovations de contestation, de réaction? Je dirais que c'est une question un peu mineure parce que dans les deux cas, c'est vraiment la technique qui reste absolument centrale. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter cette omniprésence de l'innovation, quelles que soient ses formes? Alors, bon, il y a une interprétation économique qui est dominante et sur laquelle je vais passer très vite. Je pense que chacun sait ici que le capitalisme est un système fondé sur l'innovation et le crédit, et qu'il a connu une mutation pendant les 30 dernières années qu'on appelle économie de la connaissance, et qui est l'idée que ceux qui ont fait un peu d'économie ont sans doute étudié le modèle de Solow. Dans le modèle de Solow, il y a deux facteurs, le capital et le travail, sauf que quand on fait des calculs empiriques, on se rend compte que ça épuise pas du tout, et ça explique pas du tout l'essentiel de la croissance, et qu'il y a un truc que Solow appelait un résidu, qu'il appelait le progrès technique. Et c'est en fait ce résidu sur lequel les économistes maintenant travaillent depuis 30 ans, parce que pour Solow c'était un résidu exogène, et en fait on se rend compte que c'est pas du tout quelque chose d'exogène, mais c'est vraiment quelque chose d'endogène qui se construit, et que cette innovation elle se construit par un environnement fiscal, social, réglementaire, plus largement politique, et que c'est ce à quoi doivent œuvrer prioritairement les politiques publiques. Donc ça ouvre tout un espace concurrentiel qui porte sur quelque chose d'immatériel, qui est la connaissance, et qui ouvre sur des politiques de soutien à l'innovation au sens très large, qui ne sont pas simplement de soutien à l'université, à la recherche, mais des politiques beaucoup plus larges. Et pour citer encore l'OCDE, qui est une sorte de comment dirais-je, de producteur de pensée mainstream en matière de formation, il y a un manuel de l'OCDE qui s'appelle l'impératif d'innovation dans le secteur public, qui liste un certain nombre de bonnes pratiques, de benchmarks, etc., dans le secteur public, donc qui est un domaine qui effectivement n'est pas a priori de l'ordre du marché. Et pour finir, alors, bon, je voudrais peut-être aller sur un terrain un peu plus existentiel pour se demander, au fond, pour nous tous qui sommes soumis à cette injonction d'innovation, qu'est-ce que ça produit chez nous en tant que sujet? Alors je dirais que là, il y a vraiment des évaluations très différentes, très divergentes. Il y a une évaluation très sombre, qui est celle, par exemple, d'un Bernard Stiegler quand il parle de la disruption, qui est l'idée qu'au fond, le progrès technologique fait exploser tous nos repères parce qu'il va toujours plus vite que la société, toujours plus vite que les régulations sociales, toujours plus vite que la délibération, toujours plus vite que le droit, toujours plus vite que la société, et au fond, toujours plus vite que les capacités d'adaptation même des écosystèmes biologiques, et que on serait condamné en fait à vivre dans les limbes d'une espèce de maelstrom technologique qui nous plongerait dans une espèce d'anomie. Bon, alors ça c'est une vision un peu désespérante. À côté de ça, il y a une autre vision qui est, à mon avis, pas tellement plus heureuse, qui est l'idée que cette injonction à l'innovation ferait de nous en fait des espèces pour reprendre justement je parlais du capitalisme tout à l'heure, mais pour reprendre cette espèce d'idée schumpeterienne de l'entrepreneur, puisque l'entrepreneur c'est quand même la grande figure de l'innovateur dans le capitalisme, et au fond, puisque nous sommes tous enjoints d'innover, ça veut dire que nous sommes tous entrepreneurs de nous-mêmes, nous sommes tous supposés produire notre capital humain, nos sources de revenus, et donc nous sommes d'une certaine manière enjoints à innover en permanence en tant que démultiplication de cette figure de l'entrepreneur qui nous enjoint à la fois à se plonger dans les comportements de marché et à adopter en permanence un comportement concurrentiel, l'innovation étant le nouveau facteur de concurrence au-delà des coûts. Alors, cette vision
enfin, autant la première vision me paraît vraiment très désespérante, autant la deuxième me paraît assez fausse en fait, parce que on voit bien que l'innovation telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est vraiment pas du tout une pratique solitaire, et je suis pas sûre d'ailleurs que ça l'ait jamais été. Enfin, en tous les cas, c'est certainement pas la pratique d'un inventeur ou d'un entrepreneur exceptionnel. C'est vraiment une action collective, un processus ouvert, éventuellement très très collaboratif. Donc, la valeur cardinale de l'innovation aujourd'hui, c'est certainement pas la concurrence, mais c'est beaucoup plus la collaboration et la confiance. Toutes les études montrent que les organisations les plus innovantes sont les organisations qui ont le plus de connexions avec des organisations du même type, avec d'autres types d'organisations. Et ces connexions sont autorisées par leur capacité à créer et à travailler dans un climat de confiance. Et d'autre part, l'autre valeur, c'est la délibération. C'est-à-dire que j'ai dit au début que l'innovation avait détrôné l'idée de progrès dans notre imaginaire. Elle a détrôné l'idée de progrès, détrôné aussi l'idée des grands récits mobilisateurs, que ce soit dans l'ordre du progrès ou dans l'ordre de l'émancipation globale de l'individu. Ça veut dire que l'innovation autorise quand même un débat sur les finalités. Et un débat sur les finalités où chacun a une légitimité à prendre part. Même si l'innovation crée aussi et aussi un ferment d'inégalité, c'est très clair. Il y a quelqu'un un économiste qui montre la corrélation très forte entre le dépôt de brevets aux États-Unis et la part du revenu des 1%. Donc il y a un phénomène de rente dans l'innovation qui favorise l'inégalité, mais en même temps, il y a quand même aussi un principe égalitaire qui est que chacun est potentiellement apporte potentiellement une brique de la fabrique de l'innovation. Et donc, pour finir, ce qui me semble ressortir de tout ça, c'est qu'on n'est pas seulement une économie de l'innovation, on est aussi une société de l'innovation. Et une société de l'innovation, ça veut dire que l'innovation est devenue le ferment de ce qui nous permet de faire société. C'est-à-dire que dans une société où il n'y a plus de normes transcendantes, où les individus sont enjoints d'être libres, l'innovation, c'est ce qui permet à la fois de construire un sujet, de se réaliser en tant qu'individu, et en même temps de construire du commun, de produire du social, de faire du collectif. Et c'est dans cette articulation, dans cette interdépendance entre la construction du sujet et la fabrique du commun, que je trouve que l'innovation est une notion vraiment finalement très féconde, et il me semble que notre présence à tous ici le prouve. Voilà. Et pour le coup, on ne va pas vous expliquer comment on peut produire de façon magique de l'électricité ou du gaz par des technologies miraculeuses. On va aller plutôt sur des sujets de gouvernance et de collaboration.